Que les Américains rêvent d'éliminer tous ceux qui les menacent ou qui risquent dans le monde entier, oui. Ça, c'est une des formes de ce que j'ai appelé il y a longtemps l'hyperpuissance. Moi, je conseille aux gens qui nous écoutent de réétudier l'Amérique du 19e siècle. Donc, les présidents que Trump admire, Jackson, McKinley, le Monroe, le premier Roosevelt et le président qui avait fait la guerre au Mexique. C'est ça, plus l'intelligence artificielle. D'autre part, c'était évident depuis maintenant longtemps que l'électorat populaire américain n'accepterait jamais le wokisme. Jamais. Bonjour à tout le monde, bienvenue au deuxième podcast du Centre Jean Goll. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Hubert Védrine. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, où vous allez nous parler ici en toute indépendance, comme c'est le cas de chacun de nos invités, un certain nombre de choses à propos des questions que je vais vous poser. Alors, Monsieur Védrine, vous avez été pendant près de 20 ans au cœur de l'appareil étatique français. Vous avez d'abord été, si je ne me trompe, porte-parole du président François Mitterrand, puis vous Conseiller avez diplomatique, oui, puis porte-parole, puis secrétaire général. secrétaire général à la présidence, et par ailleurs, et c'est là où on vous connaît plus, vous avez été ministre des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, sous le gouvernement Jospin, durant la cohabitation avec Jacques Chirac-Jospin, oui. Chirac-Jospin. Par ailleurs, vous êtes un essayiste prolifique, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, et vous êtes quand même souvent très présent sur les plateaux télévisés français, où vous êtes consulté en tant qu'expert international sur les questions internationales. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que hier matin, les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Iran et ont frappé et détruit apparemment leur centrale nucléaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez l'impression que c'était une réaction, elle est audacieuse, hein, cette décision, mais est-ce que c'était une décision souhaitable? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade? Alors, déjà avant l'élection de Trump, il était évident que beaucoup de choses auxquelles croient les gentils Européens, la communauté internationale, les valeurs universelles, le multilatéralisme, etc., sans parler du mot rock, qui est un mot valise, comme disaient les linguistes, avec des sens très différents. C'est évident que ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, sinon Trump n'aurait pas été élu, il n'y aurait pas eu le Brexit, il n'y aurait pas des partis extrémistes dans tous les partis d'Europe. Donc, il n'y avait pas avant Trump une sorte de monde idéal fonctionnant sur la base de la Charte des Nations Unies. Ça, c'est imaginaire, ça, c'est sympathique. Ça serait sympa si c'était vrai, mais ce n'était pas vrai. Bon. Et Trump a déjà montré qu'il représentait une sorte de révolution réactionnaire, une contre-révolution, et qu'il ne tenait aucun compte des pratiques diplomatiques devenues classiques, qu'aux États-Unis avait démarré un mouvement d'éradication du progressisme américain devenu wokisme, et d'autre part qu'il était en guerre commerciale avec tout le monde, sur la base non pas de l'unilatéralisme, mais du mercantilisme. Donc déjà, pour les Européens qui ont cru un peu à l'inverse de tout ça, vous voyez, pendant quelques dizaines d'années, la mondialisation heureuse et compagnie, c'est un choc géant. C'est un peu dans le monde occidental, entre guillemets, comme si le pape, à l'époque de la chrétienté, avait dit que les évangiles ne comptent pas. Donc c'est un choc énorme, notamment pour les Européens, beaucoup plus que pour des Chinois ou des Brésiliens, des Africains. Alors là-dedans, dans la question du Proche-Orient, la position de Trump depuis le début, c'est pas de guerre, pas de nouvelle guerre. Évidemment, soutien Israël parce que les Américains n'arrivent pas à imaginer autre chose que de soutenir Israël. Ils n'arrivent pas à faire la distinction entre Israël et telle politique de tel gouvernement israélien, mais pas d'engagement. Et d'ailleurs, dans l'affaire de l'Iran, il faut se rappeler que depuis que Netanyahou a pris le contrôle d'Israël, 10 à 15 ans, il a toujours dit sans arrêt, on va briser la menace iranienne, et avec moi, il n'y aura jamais d'État palestinien. C'est les deux obsessions de Netanyahou. Bon. Alors, dans la période récente, manifestement, Netanyahou a réagi à l'attaque atroce du Hamas du 7 octobre en répondant massivement, puis le Hezbollah, le Hamas et l'Iran. Il faut noter que même en Israël, même les gens qui condamnent Netanyahou pour d'autres raisons, morales, éthiques, etc., qui veulent s'en débarrasser, ou qui trouvent immonde la politique envers les Palestiniens, même ces gens-là sont assez contents que les menaces sont affaiblies, en fait.
donc le Hezbollah, l'Iran, etc. Mais Netanyahou essayait depuis février, en gros, d'entraîner Trump dans une attaque massive. Non pas qu'il y ait une menace spécifique maintenant sur l'Iran. Il y a même la CIA, avant que Trump les fasse taire, a dit il n'y a pas de progrès particulier, il n'y a pas de menace en ce moment, un jour peut-être. Bon. Donc il a saisi l'occasion, très habilement. Je pense que son bilan, moi je suis très ami du camp de la paix en Israël, donc je n'ai pas de sympathie pour Netanyahou, mais je reconnais qu'il a lancé son truc à la fois pour casser les tentatives de négociation entre Trump et l'Iran en Oman, que Trump voulait faire pour éviter la guerre, enfin la frappe. Il n'est pas en guerre, il est la frappe. D'autre part, il a torpillé l'idée entre la France et l'Arabie d'un processus vers l'État palestinien, et il s'est rendu populaire à nouveau, même chez les gens qui veulent s'en débarrasser. Donc, d'un point de vue uniquement de politique intérieure israélienne tactique, c'est très bien joué par rapport à ça. Alors, pourquoi Trump est finalement suivi alors que la base américaine, la base MAGA de Trump, est totalement contre ces aventures? L'idée d'intervenir dans le monde entier pour imposer la démocratie, toutes des néocons ou des idéalistes démocrates, cette base le rejette absolument. Et le plus clair, c'est Vance, le vice-président. Pourquoi il a finalement suivi? Alors, je pense que les Américains avaient un compte à régler avec le régime iranien. Ils n'ont jamais pardonné la chute d'Iran, j'ai oublié, la chute du Shah d'Iran, pardon. Mais ils n'ont jamais pardonné la prise d'otage de l'ambassade, même si ça remonte à 79. Bon. Donc, il a dû céder à ça. Mais je ne crois pas qu'il ait entré en guerre, en fait. Donc, c'est pas le début de la guerre. Alors, ils agitent un peu, mais comme Trump varie beaucoup, enfin, tout le monde le sait maintenant, je ne sais pas s'ils vont s'arrêter là. On a frappé. Puis maintenant, on s'en occupe plus. Ou aller jusqu'au changement de régime. Le changement de régime, c'est normalement ce que rejette le mouvement MAGA. D'ailleurs, quand c'était tenté depuis une trentaine d'années, ça a toujours donné des résultats au minimum chaotiques, si ce n'est catastrophiques. Mais on sait que le président Trump ne veut pas entrer en guerre et qu'il voulait mettre fin à toute une série de guerres. Mais quand on regarde certaines... Non, il a fait une frappe, mais quand on regarde quelques-unes de vos interventions ces 7 ou 8 dernières années, vous avez quand même souvent dit que Trump avait envie effectivement, non peut-être pas de mettre à bas, mais il avait quand même la volonté d'affaiblir considérablement l'Iran. Il considérait que ce régime des mollahs était quand même dangereux. Américaine, hein, globalement. C'est ça. Et donc là, vous ne pensez pas qu'il y a eu quelque chose un peu prémédité, peut-être pas comme ça, mais ils ont peut-être saisi l'occasion de se dire, peut-être ça serait l'occasion de toucher le serpent à la tête, enfin de mettre fin... À la fin des fins. Ouais. Mais si c'est entièrement vrai, il aurait frappé en février. Donc il y a même février, mars, avril, mai. Il a fallu un certain temps pour qu'il se dise j'y vais quand même si je prends un rebours ma base. Donc il va essayer de l'expliquer. Mais que les Américains rêvent d'éliminer tous ceux qui les menacent ou qui risquent dans le monde entier, oui. Ça, c'est une des formes de ce que j'ai appelé il y a longtemps l'hyperpuissance américaine. Et Trump J'ai vu que dans votre nouveau dictionnaire, le mot figurait là dans le nouveau dictionnaire amoureux, et donc c'est ça, vous êtes le papa de cette expression. J'ai réécrit après l'élection de Trump, où je dis Trump, impensable mais vrai. Bon, voilà. Donc, et vous disiez d'ailleurs que Madeleine Albright vous avait appelé parce qu'elle était fâchée de ce terme, en fait. Oui, mais Madeleine était francophone. Donc, au bout d'un moment, elle a compris que hypermarché, c'est plus gros que supermarché. Donc, elle s'est calmée, on est devenus très amis. Et elle avait dit après, moi, je suis hyper Madeleine. Donc, c'était bien. Voilà. En tout cas, dans l'affaire de l'Amérique, il faut retenir que Trump n'est pas venu soutenir Netanyahou, pas exactement. Il en a profité pour régler un compte américain avec le régime iranien. Maintenant, ils sont sur le fil du rasoir. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au changement de régime politique qu'ils jugent absurde, qu'ils ont condamné sans arrêt quand c'était les démocrates? Même s'ils vont un peu loin, ils retapent, à mon avis, ils ne vont pas se transformer en néoconservateurs. Donc, ils vont continuer sur la position de Trump, pas du tout isolationniste, unilatéraliste. C'est nous qui décidons. On n'en a rien à fiche des concertations avec le monde entier. D'ailleurs, quand il va dans les sommets, il va 3 heures, il s'en va, etc. Avec cette vision très 19e, moi je conseille aux gens qui nous écoutent de réétudier l'Amérique du 19e siècle. Donc les présidents que Trump admire, Jackson, McKinley, le Monroe, le premier Roosevelt, et le président qui avait fait la guerre au Mexique,
C'est ça, plus l'intelligence artificielle, plus le Pentagone. Et qu'est-ce qui caractérisait ces présidents du 19e, quoi? Le rejet du multilatéralisme, C'est la déchange, les c'est même tarifs chose. douaniers, Bah, pas d'alliés, de toute façon. pas d'alliés, c'est ça, oui. Fondamentalement, ils ont pas d'alliés dans leur tête. Mmh. D'ailleurs, quand j'avais formulé, il y a très longtemps, pour définir la politique française, depuis, De Gaulle, hein, on est amis, alliés, mais pas alignés. Ça marchait pas parce que pour un Américain, un allié doit être aligné. Mmh. Sinon, à quoi sert-il? Vous voyez? Alors le 19e, c'est un pays brutal, hein, brutal, violent, depuis l'origine, très dominateur, pas du tout isolationniste, même si Washington, George, avait dit: «Ne nous mêlons pas des histoires européennes», pour pas avoir à choisir entre Angleterre et France. Mais ils ont été très expansionnistes. D'abord, tout l'Ouest, hein. Ils ont tué les bisons pour faire disparaître les Indiens, en fait. Après le Mexique, les Philippines et cetera. C'est l'Amérique, ça. Alors ce qui est très compliqué pour nous qui avons été biberonnés dans le monde atlantique, dans l'Occident, ce qui veut rien dire pour l'Amérique du 19e, l'Occident, ça veut dire quoi? Alors on sait historiquement, c'est issu de la chrétienté, mais en termes de civilisation. Ce qui est, il y a une longue période qu'on a connue, on en est dans nos pays à 3-4 générations de gens qui ont vécu là-dedans. C'est l'air qu'ils respirent, ils voient même pas que c'est marqué par ça, c'est la relation transatlantique, inventée par Roosevelt et Churchill. Et avant, il y en a pas, en fait. Et ça s'est achevé avec Biden. Et maintenant, on est dans la phase où Trump n'y croit pas, ça lui casse les pieds. S'il n'y avait pas d'alliance, il ne la ferait pas maintenant, certainement pas. Mais est-ce qu'il veut laisser tomber complètement? C'est pas évident parce qu'il y a d'autres intérêts en ligne. Mais c'est pour faut que les gens comprennent bien qu'on a changé d'Amérique. C'est ça. Faut qu'ils Et oublient les Young Leaders. on a changé, on entre dans un nouveau monde, vous nous dites. Vous dites aussi qu'évidemment Trump, est quelque chose qui n'est absolument pas comparable à tout le reste. C'est pas quelque chose qui est accidentel non plus, puisqu'il était déjà venu une fois, il a été réélu. Peut-être que Vance va lui succéder, donc le monde a changé et c'est la question que je me pose, c'est que quand vous regardez ce que dit dans sa philosophie de l'histoire Hegel, il dit qu'en fait qu'une personne généralement charismatique, un leader, est le reflet de son temps. Est-ce que Trump, comment est-ce qu'il a pu apparaître en fait? Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de réaction au fait que le monde est devenu beaucoup plus incertain, qu'il y a les empires qui recommencent à émerger et que est-ce qu'on pourrait pas considérer, même si c'est un peu provocateur comme idée, que Trump serait une sorte de réaction immunitaire de la démocratie par rapport à des dangers qui exigent beaucoup plus de brutalité et d'imprévisibilité pour désarçonner l'adversaire? Moi, je ne lirai pas ça à une analyse philosophique quelle qu'elle soit, encore moins à la démocratie, mais il y a des signes avant-coureurs dans l'électorat populaire américain, depuis très longtemps, que d'abord la mondialisation à outrance, décidée notamment par les élites démocrates, mais pas que. L'idée que, on a tellement nous, les Américains, on a tellement gagné après la fin de l'URSS qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre la Chine dans l'OMC, même si elle ne remplit pas les critères, parce que ça va les rendre plus riches et donc démocratiques. Vous voyez ce degré d'illusion. Et de toute façon, on est les maîtres du jeu. Donc ça, c'est l'Amérique, depuis assez longtemps. Or, il y a beaucoup, du coup, on va faire fabriquer les iPhones en Chine, parce que c'est 50 fois moins cher. Donc ça, c'est décision des. Donc ils ont détruit la classe moyenne américaine, ils ont créé l'électorat de Trump. Donc ça vient de loin. Le parti républicain à travers le Tea Party, etc. Ils ont changé depuis longtemps. D'autre part, c'était évident depuis maintenant longtemps que l'électorat populaire américain n'accepterait jamais le wokisme, jamais. On voit depuis longtemps que sur certains sujets, alors on ne va pas débattre du wokisme parce qu'il peut y avoir des bonnes intentions au début sur tel point, mais en tout cas l'électorat populaire américain le rejetait fondamentalement, notamment l'électorat chrétien, c'est-à-dire catholique, latino, et d'autre part les jeunes noirs évangélistes protestants. Et Trump a fait des scores énormes là-dedans. Et d'ailleurs, on voit que les démocrates qui essaient de surnager et peut-être d'être candidats la fois d'après, comme le gouverneur de Californie, ils commencent à se détacher, notamment sur les questions transgenres qui sont viscéralement rejetées par le peuple américain, on va dire. Donc ça, c'est pas nouveau, ça. Là, c'est pas arrivé en novembre dernier. Ça remonte à 10 à 15 ans avant. Alors, est-ce que le Parti démocrate peut remonter? C'est évident que Trump va perdre les midterms en 2026, certainement beaucoup, parce que sa politique économique est désastreuse pour même sa base, en fait. Est-ce que les démocrates vont remonter? Pendant qu'ils arrivent à remonter à un parti de gauche à l'américaine, de centre-gauche, plus modéré, c'est pas évident, hein.
Donc il peut y avoir un Trumpisme durable après Trump, peut-être, je suis pas sûr. Je dis pas que je le souhaite, je veux dire, c'est un pronostic possible. Un peu rationalisé, un peu moins dingo, quoi, mais quand même là. Ouais, ce sera pas difficile. Et vous parliez tout à l'heure du lien transatlantique, est-ce que vous pensez que, vu les circonstances et vu l'état d'incertitude dans lequel on est plongé, qu'il y aurait la possibilité pour les Européens, est-ce qu'ils seraient capables de devenir des, comme vous le disiez tout à l'heure, des alliés non alignés, comme le disait De Gaulle en fait? Alors, il faut se rappeler qu'après la guerre, ce sont les Européens qui ont supplié les Américains de les protéger. Ça n'a jamais changé. Et s'ils avaient changé dans leur tête, ils auraient été gaullistes, hein, au lieu d'embêter le général de Gaulle sans arrêt. Bon. Oui, j'aurais approuvé l'idée de Macron il y a quelques années, l'autonomie stratégique. Donc les Européens, fondamentalement, ils mettent des cierges pour que l'Amérique continue à les protéger. Même s'il y a un doute, on peut vivre avec le doute, parce que la Russie ou les islamistes seront jamais sûrs qu'il n'y a pas de garantie du tout, vous voyez. Donc il faudrait que ça continue. Mais d'ailleurs, Poutine, dans son attaque, son agression, il a réveillé l'esprit de défense en Europe dans l'Alliance. Pas du tout une défense européenne, en fait. Bon. Sauf que Trump tire le tapis sous les pieds. Alors, si Trump va vraiment loin en disant « je vous laisse tomber, j'en ai marre de trop payer », là, les Européens, la mort dans l'âme, je suis obligé de dire « faut qu'on s'organise entre nous ». C'est un peu ce que le président Macron essaie d'animer là depuis quelques semaines. C'est pas dans l'Union européenne, c'est pas de compétence de la Commission. Sinon, il faut la Grande-Bretagne. Donc France, Grande-Bretagne, Allemagne, Pologne, 2 ou 3 autres, mais pas les 27. Donc il y a une tentative, mais pour que ça marche, il faudrait que la menace de l'abandon par Trump soit très concrète. Alors le système américain ne veut pas lâcher non plus, le fameux complexe militaro-industriel technologique. Ils veulent garder, les Européens, des budgets de la défense augmentés pour acheter américain. Vous voyez la bataille. Donc il pourrait y avoir, mais j'ai peur que le sommet de l'OTAN, là, cette semaine, dans le meilleur des cas, soit un coup pour rien, en fait. Parce qu'ils vont être obligés, ils ont tellement la trouille que Trump les lâche, ils vont être obligés d'annoncer des chiffres inapplicables, de dépenses militaires inapplicables en réalité, et du coup, l'avancée utile, modeste, mais annonçant l'avenir, du pilier européen de l'Alliance, il va rien se passer. C'est ça dont il est question quand certains pays imaginent des garanties pour l'Ukraine après. Après, non pas la solution, c'est pas soluble l'affaire de l'Ukraine, mais l'arrêt des combats, va dire. Les garanties, c'est la préfiguration de la discussion sur le pilier européen. Donc c'est, d'un point de vue européen, pas fédéralisme européen réaliste, on va dire, ça serait très bien. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait la moindre avancée au sommet de l'OTAN. Donc la question va se poursuivre après. Surtout si Trump donne l'impression de laisser tomber. Certains jours, il va laisser tomber, d'autres, il va rattraper. Donc les Européens devraient, disons, se réveiller, se donner des claques eux-mêmes et puis s'affirmer comme une entité de puissance, quoi. Et c'est pas l'ADN de la construction européenne. Donc on tourne un peu en rond dans nos histoires. Mais peut-être que la chance justement, c'est la versatilité de Trump qui, pendant encore 4 ou 5 ans, peut prendre tellement de décisions contradictoires que ça nous forcerait peut-être à ne pas nous adapter à la nouvelle donne et à se dire: «Tiens, mais c'est tellement incertain que, en fait, d'une certaine façon, Oui. autant prendre notre destin en main». Mais peut-être. Mais la versatilité, ça suffit pas. Il faudrait qu'il y ait la certitude d'un abandon. Mmh. Parce que s'il dit « je vous protège un peu, à moitié ou pas vraiment, je sais pas sûr », tant qu'on est dans le flou, les Européens disent « mon Dieu, il faut que ça continue ». On va terminer par une toute dernière question puisque on est en Belgique et j'ai vu que vous étiez l'auteur d'un essai sur le colonel Ulrich. Ulrich, pour, tous ceux qui nous écoutent, et j'imagine que ça évoque beaucoup de souvenirs d'enfance, c'est le colonel, le personnage démoniaque de la série, de bande dessinée de Blake et Mortimer. C'était d'ailleurs apparemment le préféré, le personnage préféré de Edgar P. Jacobs. Et donc, je voudrais vous demander, tiens, mais pourquoi avoir écrit un livre sur le colonel Ulrich? Et est-ce que dans votre longue expérience en géopolitique, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des personnages à ce point démoniaques, en fait, des gens véritablement mauvais comme, je sais pas moi, Saddam Hussein ou Bachar Les gens al-Assad? bien pire, en fait, Ah oui. que Ulrich. En tout cas, dans le livre auquel vous faites allusion, c'est mon fils aîné, Laurent Védrine, et moi. On a dit Ulrich a existé, en fait. Et nous en a vu des preuves. Il y a d'ailleurs une scène qui se passe à l'hôtel Pullman,
au début du livre, l'hôtel Pullman à la sortie de la gare, et on raconte la biographie d'Ulrich. Et on raconte comment Jacobs a eu connaissance, comment Jacobs s'est inspiré de la vraie vie d'Ulrich que nous racontons, et comment Ulrich était furieux de l'utilisation par Jacobs du personnage, en pensant qu'il était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fort, et qu'il en avait marre que Jacob raconte qu'il ait perdu sans arrêt. Parce que sans arrêt, il perd dans les albums. Voilà. Donc voilà l'histoire. Et on appelle ça biographie non autorisée du colonel Ulrich, parce que nous écrivons que les réseaux sont encore là et nous ont menacés. Donc on n'écrive pas, mais on écrit quand même. Merci pour cet entretien. Merci pour votre invitation.